Donc bonjour à tous, ou du moins rebonjour pour certains d'entre vous qui nous ont accompagnés ce matin pour la thématique qui était sur les coûts du e-learning. Donc je vous souhaite la bienvenue aux 4e rencontres du e-learning et des TIS. L'équipe de Scolanet et ses partenaires, e-learning Touch, Log Learning, l'équipe du master professionnel MFEG Ingénierie Formation de l'Université de Rennes et Classilio ont donc choisi cette année le web pour l'organisation des 4e rencontres. Vous aurez donc accès cet après-midi à 5 interventions de 30 minutes réalisées par des spécialistes des TIS et du e-learning. Comme je vous l'indiquais, ce matin, nous avons traité la question des coûts du e-learning. Cet après-midi, nous aborderons la question du blended learning. Donc, je vais vous mettre le programme de cet après-midi. Voilà, donc ça, c'était ce matin, les coûts du e-learning. Ne soyez pas déçus si vous n'avez pas pu participer à cette conférence. Cette conférence a été enregistrée et sera en ligne dans les prochains jours. Voilà. Vous pourrez donc la voir ou la revoir. Alors, cet après-midi, le blended learning. Donc, c'est Jean-François Lecloirec qui va démarrer avec une intervention intitulée le blended learning. Il sera suivi par Pierre Tcherkowski à 14h30 sur la transformation digitale de la formation. À 15h, c'est Adrien Ferraud qui abordera les sous-bassements philosophiques de la formation mixte. À 15h30, Gabriel Morisson, le passage du présentiel au 100% e-learning en bureautique. À 16h, donc nous terminerons avec le Canada, Thomas Michael Power, le blended online learning ou enseigner en ligne selon ses valeurs. La conférence sera clôturée, si tout se passe bien, à 16h30. Alors, chaque intervention durera 30 minutes et sera répartie de la façon suivante. 20 minutes de présentation et 10 minutes consacrées à vos questions. Je serai chargé, comme ce matin, de faire respecter les temps d'intervention afin de respecter notre programme. Comme vous êtes nombreux, nous privilégierons le canal du chat textuel pour vos questions, donc en bas à gauche de votre écran. Si vous souhaitez être mis en relation avec nos intervenants, il suffira d'utiliser l'adresse Gmail de Georges Prigent, disponible dans le mail d'invitation que vous avez reçu. Nous ferons suivre vos messages. Alors peut-être un petit mot de Jean-François Leclerc, qui est président de Scolanet. Jean-François, un petit mot sur la conférence. Eh bien oui, en tant que président de Scolanet, quel honneur. Merci Allel pour ton introduction. Oui, alors effectivement, Scolanet, donc c'est une association qui a été créée en 2008 avec pour objectif d'apporter un regard régulier en tout cas sur ce qui se passe et sur l'évolution du e-learning. Donc on est une dizaine aujourd'hui de membres. Et l'idée, c'est de faire de la veille, alors au-delà des frontières bretonnes où nous sommes installés, puisque nous avons des membres un petit peu partout en France. On s'est attelé à organiser les rencontres du learning. On souhaitait également quelque chose qui soit un petit peu décentralisé. Alors, tu l'as évoqué, ce sont les 4e rencontres. Les premières étaient à Brest. On a tourné ensuite sur Saint-Brieuc, puis sur Rennes. On espérait le Morbihan cette année. Mais faute de salle, on s'est rabattu sur une solution en ligne. Et je crois qu'au regard en tout cas des conférences que nous avons eues ce matin, c'est aussi un système qui est très intéressant en la matière. En tout cas, c'est absolument sans regret que l'animation de la journée peut se faire en ligne. Probablement un certain nombre de gens qui assistent aujourd'hui aux conférences qui n'auraient pas pu se déplacer sur Lorient et j'en suis ravi. Voilà donc pour la partie Scolanet. Donc bien sûr, c'est une association qui est ouverte à tous et sur laquelle on pourra vous donner davantage d'informations si nécessaire. Alors là, je ne sais pas comment tu as prévu. Est-ce que je démarre tout de suite mon intervention sur cette thématique du blended learning ou est-ce que tu veux relancer ou peut-être un mot J'allais dire deux petits auparavant mots sur toi. J'allais finir de te présenter. D'accord, bon, bah alors, vas-y, on va faire les choses dans l'ordre.
C'est Jean-François Leclerc qui va effectuer cette première intervention intitulée le Blended Learning. Jean-François Leclerc est, comme vous l'avez entendu, président de l'association Scolanet, mais il est également directeur de la société e-Learning Touch. Voilà. À partir de là, c'est à toi de jouer, donc tu as 30 minutes et je te préviendrai 3 minutes avant la fin des 20 premières minutes de présentation, de façon à ce que tu puisses finaliser, et puis on aura 10 minutes d'échange avec les participants. Voilà. Je vais te donner la main pour que tu puisses faire fonctionner ton diaporama. Voilà, tu as la main. Ok, merci Alain. Alors, voilà, petit temps de chargement. Alors rapidement, hein, avant de démarrer, effectivement, au-delà de mes fonctions auprès de Scolanet, je dirige e-Learning Touch. Donc c'est une société qui a été créée en 2011, donc on a une trentaine de kilomètres de Brest. C'est ce qui explique aussi notre volonté bien d'organiser des choses pour pouvoir un petit peu se rapprocher, on va dire, de ce qui se passe à l'échelle nationale et internationale. Donc on a une antenne en région parisienne et on travaille beaucoup en réseau. Nos thématiques de travaux, hein, c'est l'ingénierie, le développement, la formation, donc le développement de contenu et la formation des acteurs, donc entreprises et centres de formation. Et donc nous sommes aujourd'hui 5 collaborateurs et nous avons développé depuis 2 ans maintenant une expertise sur eSpring, l'outil auteur Lectora et plus récemment sur Totara LMS avec qui nous avons un partenariat. Voilà, donc j'avais la difficile tâche en fait de vous faire une petite présentation de ce que c'est que le Blended Learning. Alors je vais aborder en fait deux points principaux, puis on terminera par les questions, mais je me suis un petit peu interrogé sur pourquoi ou quelle était la raison pour laquelle on cherchait à mixer les situations de formation. Et puis je vous proposerai quelques dispositifs qui nous serviront certainement de base pour pouvoir échanger par la suite. Hop. Alors je crois que c'est comme ça. Voilà. Alors ce que j'ai appelé hybridé, hein, puisque alors, je ne sais pas si le terme existe réellement, mais je trouvais qu'il était en tout cas plus conforme à la notion plus conforme que la notion de blended ou de mixed learning que l'on peut entendre. Alors je me suis interrogé en fait sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise quand on souhaite se former et améliorer finalement ses compétences. Eh bien, on se forme, c'est ce que vous avez à l'écran, là, c'est ce que moi j'appelle un petit peu la formation sur le tas, c'est-à-dire que on est dans une situation à temps T, on passe des temps en entreprise, et certes on se forme, mais finalement le temps et l'efficacité de cette formation uniquement en entreprise s'avère à un moment, il s'avère que l'on bloque un petit peu. D'un autre côté, je vais passer les animations. D'un autre côté, il y a une autre solution qui consiste à tout le temps se former. Alors c'est l'éternel étudiant. Je suis sûr que vous en connaissez certainement. Et là aussi, on a un problème de compétences parce que on a certes des connaissances qui sont nombreuses, mais on les a finalement assez peu mises en application, en tout cas pas en application dans le secteur concerné. En tout cas pas en situation professionnelle, ce qui fait que finalement là aussi on se retrouve à être en situation de peu d'amélioration des compétences. Alors on s'est penché finalement sur des mixtes en alternant des temps de formation, donc ça peut être un temps de formation initial, puis un temps en entreprise, puis un nouveau temps de formation par exemple dans le cadre des formations continues, et effectivement, lorsque l'on retourne en entreprise, eh bien, cette évolution et cette mixité des situations de formation, eh bien, permet d'améliorer les compétences. Donc l'objectif finalement de cette hybridation, et avant d'aborder la partie de mix en ligne et présentiel, eh bien l'objectif de l'hybridation, c'est quelque chose que l'on connaît déjà et dont le but est de favoriser l'amélioration des compétences. À partir de là, on peut se dire finalement comment est-ce que le côté apprenant, ou qu'est-ce que va apporter le mix de la distance et du présentiel. Alors je vais prendre une formation de type blended learning qui alterne finalement de la formation présentielle, des temps en entreprise, et on pourra y revenir lors des questions qui sont particulièrement importants. Et puis une session de formation e-learning et à nouveau un temps en entreprise dans lequel on va pouvoir appliquer
ces nouvelles compétences, ces nouveaux savoirs, ces nouvelles acquisitions. Alors, quel est l'intérêt finalement d'aller sur un dispositif de ce type-là? Eh bien, lorsque vous êtes en formation présentielle, côté apprenant, j'ai identifié quelques intérêts majeurs. Bien sûr, c'est la notion de proximité, c'est-à-dire que vous êtes en relation à la proximité, on va dire, du formateur, proximité également des personnes avec lesquelles vous vivez cette formation en présentiel. Le deuxième point, c'est quelque chose d'important, c'est que lorsque vous êtes en situation présentielle, la personne qui est en train de vous former est toujours, normalement, si tout se passe bien, à votre écoute et va pouvoir s'adapter et adapter son discours en fonction de la manière dont vous vous comportez, dans la manière dont vous écoutez, dans la manière dont vous progressez au cours de la formation en présentiel. Donc il a la possibilité comme ça, eh bien, de prendre en compte l'ensemble des dimensions et des composantes de l'apprenant. La troisième chose, c'est que la formation présentielle, eh bien, là aussi, vous allez pouvoir réorienter, il va pouvoir y avoir des possibilités d'adaptation. Enfin, au moins en formation présentielle, lorsque l'on a un enseignant ou un formateur à ses côtés, eh bien, il y a une certaine forme d'individualisation, même si on a un message global. Eh bien, par exemple, lors de phases d'exercice, lors de phases de conseils, on va pouvoir avoir une individualisation de la formation, c'est-à-dire que chacun va se voir apporter des conseils qui vont être pertinents par rapport à son comportement. Donc ça, ce sont les principaux intérêts, il y en a d'autres bien sûr, mais des intérêts majeurs dans la formation présentielle côté apprenant. Les temps en entreprise, on l'a évoqué, ce sont surtout des temps qui vont permettre de valider ces nouvelles acquisitions. Et lorsque l'on va introduire la formation e-learning, eh bien, on va introduire de nouvelles modalités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gagner en souplesse sur les méthodes d'acquisition de connaissances et de savoir. On va également être beaucoup plus disponible par rapport à la formation, donc beaucoup plus ouvert. Un autre élément, c'est qu'on va pouvoir s'auto-évaluer, et ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à faire lorsque l'on est dans une salle de cours en présentiel. Et puis, on va pouvoir également être dans l'interaction, et vous avez tous suivi des formations qui sont très descendantes, et où finalement, ce manque d'interaction fait qu'à un moment, vous avez des temps de déconcentration qui peuvent venir assez vite d'ailleurs, des temps de déconcentration qui sont finalement peu propices à mémoriser le message qui vous a été transmis. Donc, l'idée de l'hybridation et d'hybrider des parcours, eh bien, si on se penche un petit peu sur le côté, si on les ramène à un côté génétique finalement, eh bien, l'hybridation, elle permet de mélanger les caractéristiques de ces deux types de formation. Donc ça va être un point important et un point majeur pour passer finalement d'une situation initiale à une situation finale où on aura validé de nouvelles compétences et où on aura grandi en termes de réactivité, en termes de professionnalisme dans l'entreprise. Alors ça, c'est côté apprenant. Donc il y a de l'intérêt à mixer la formation pour l'apprenant. Mais il y a également le prescripteur de formation. Alors j'ai hésité entre financeur et prescripteur, mais vous avez bien compris que l'idée, c'est de se pencher finalement sur la question est-ce qu'on a également des gains lorsque l'on est prescripteur de formation. Alors souvent, on va avoir un premier raisonnement en euros, bien voilà, ça va coûter assez cher, mais l'idée, c'est de plutôt se pencher sur quel retour sur investissement est-ce que j'ai de ma formation. C'est-à-dire que si on passe d'un rapport de 1 à 1, c'est peut-être un élément positif. Si on passe d'un rapport de 1 à 10, c'est beaucoup plus intéressant. Et en tout cas, l'effet sur l'entreprise eh bien, va se retrouver en termes d'efficacité, en termes de productivité. Donc la question qu'on peut se poser désormais, c'est est-ce que finalement pour le prescripteur, est-ce que l'alternance de situations de formation différentes, eh bien, quels sont les intérêts et quelles caractéristiques cette fois-ci est-ce que l'on va pouvoir mixer ou mélanger? Alors, pour la formation présentielle, eh bien, on a forcément un effet de groupe qui n'est pas négligeable, et c'est ce qui conduit assez souvent les entreprises à maintenir une part de présentiel dans leur dispositif de formation. Donc, ce qu'on recherche, c'est une certaine forme de cohésion de groupe. C'est un moyen également d'échanger des références. Je pense que assez souvent, lorsque l'on reprend des bilans de formation,
Lorsque l'on dit qu'est-ce qui vous a plu dans la formation, ce qui ressort, c'est la possibilité d'échanger sur des retours d'expérience, sur des exemples de cas clients, sur des choses qui ont été vécues dans l'entreprise et qui finalement enrichissent les différents apprenants de la matière. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes pour le prescripteur parce que ça, ce sont des choses qui n'apparaissent jamais dans les programmes de formation et pourtant qui apportent énormément au niveau de la formation. Lorsque l'on va raisonner sur un dispositif hybride, on va pouvoir donc intégrer cette part de e-learning et apporter d'autres caractéristiques finalement à notre produit formation. C'est bien sûr un raisonnement en termes de coût. Donc ce sont des choses qui ont été évoquées ce matin. Alors quand on a monté cette journée de formation, on s'est dit voilà, la question qui se pose, c'est combien ça coûte le e-learning, et puis assez vite on s'est dit finalement on devrait retourner les choses et dire mais combien est-ce que ça rapporte le e-learning pour les prescripteurs de formation, puisque l'objectif il est quand même là, c'est d'avoir une meilleure rentabilité de la formation, ou en tout cas un des objectifs. La deuxième, c'est bien sûr le temps de formation qui va être plus court. Et là, également, on a pu le voir ce matin, ce sont tous les frais périphériques à la formation que l'on va pouvoir réduire, donc en termes de temps. On va pouvoir également, lorsqu'on est sur des formations e-learning, faire intervenir ou avoir une vision très experte sur un domaine ou un autre, ce qui est parfois plus difficile à réaliser en présentiel pour des questions tout simplement d'organisation et de disponibilité des experts que l'on souhaiterait faire intervenir. Et puis, point important, lorsque vous êtes en présentiel, eh bien, vous pouvez mesurer un petit peu la formation. Dans le domaine du e-learning, vous avez quasi systématiquement, des mesures finalement de la formation, de la manière non pas dont elle a été perçue, mais de ce qui a pu être retenu. Ce qui nous amène finalement pour le prescripteur à avoir une hybridation qui, là aussi, mélange les caractéristiques de la formation dans ce qu'il recherche et qui lui permet avant de raisonner le coût, d'être bien sur une logique d'investissement au niveau des collaborateurs de l'entreprise. Voilà pour cette petite introduction. Alors, quelle organisation est-ce qu'il est possible de mettre dans un tel dispositif? Alors, j'en ai pris quelques-unes et je crois qu'elles nous serviront bien pour les questions. Alors, premier dispositif, je suis parti sur une formation mixte, quelque chose d'assez typique. Donc, je redescends là sur la partie uniquement formation, et j'ai imaginé donc trois temps de formation. Une première phase donc de formation présentielle où on va pouvoir recevoir les personnes lors d'une session, une demi-journée, une journée. Ce sont des choses qui sont assez courantes, où on va d'abord présenter le dispositif, rappeler les objectifs de la formation, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de sensibilisation et de formation du groupe. Donc on va utiliser le levier du présentiel. Dans un deuxième temps, on va utiliser de la formation e-learning pour faire des apports plutôt théoriques, sur différentes notions, sur tout ce qui est règles par exemple, où finalement on est dans du transmissif, et où quelle que soit la manière dont on va l'apporter, l'intérêt il est simplement sur un aspect, ou il est principalement sur un aspect technique. Et puis on va pouvoir terminer sur une nouvelle session en formation présentielle avec des synthèses et des retours d'expérience des utilisateurs, là également à partir des différents éléments. L'intérêt donc d'un tel dispositif, c'est bien de faire croître la connaissance ou les connaissances et les compétences des collaborateurs en s'appuyant sur les éléments positifs du présentiel et en valorisant pleinement les temps hors formation qui correspondent à des apports techniques. Donc, ce dispositif-là est assez fréquent lorsque l'on parle de blended learning. Il a néanmoins on peut en tout cas soulever quelques freins. Et je vais faire apparaître deux lignes rouges, et vous l'avez bien compris, que le gros risque, c'est de ne pas avoir de cohérence dans ce dispositif et de se dire que finalement chaque partie est indépendante. C'est-à-dire que
avant d'aller plus loin sur un tel dispositif, il va bien falloir s'assurer à un moment ou à un autre de la manière dont on articule les différentes parties de manière à pouvoir vraiment donner une cohérence globale au dispositif. Donc ça, c'est des choses, on y reviendra sans doute sur la place du tutorat dans le blended learning, mais du tutorat ou en tout cas du suivi de la formation, ce sont des choses sur lesquelles il faut être très vigilant pour avoir un dispositif qui prenne toute son ampleur et qui prenne toute sa valeur. Deuxième système que je voulais vous présenter, donc pour pouvoir essayer de faire face finalement à ces difficultés ou à ce risque de scission entre les différents temps de la formation, eh bien, on a la possibilité de les raisonner autrement et de se dire que finalement, au cœur du dispositif, on a des tuteurs, des apprenants, des référents, des personnes qui interviennent avec la formation et auxquelles on va donner finalement la possibilité d'agir et d'interagir sur les 3 temps donc que j'ai conservé ici, 3 temps de formation. Sur une formation e-learning, on pourrait conserver des apports théoriques, mais qui vont être enrichis, par exemple, par le biais d'un forum, sur lequel eh bien, les apprenants pourront poser des questions, à la fois aux tuteurs, on va dire tuteurs entreprise, mais également aux tuteurs pairs ou aux référents qui seront inscrits dans le programme de formation et dans l'équipe pédagogique de formation. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement être en espace d'interaction, on va vraiment sur une logique cette fois-ci de réseau et les éléments vont pouvoir s'articuler les uns avec les autres et de manière, en tout cas, dans un système un peu à géométrie variable. Troisième possibilité, troisième possibilité que je souhaitais évoquer avec vous, puisque c'est quelque chose dont on entend énormément parler aujourd'hui, ce sont les formations mixtes de type flipped class, donc la classe inversée. Le principe étant assez simple, la formation e-learning, donc on élimine en fait la phase de présentiel en amont de la formation e-learning, on démarre directement par du e-learning avec des apports théoriques. Et l'idée est de faire suivre dans la formation présentielle et de pouvoir les réutiliser dans une logique de pédagogie active, donc par exemple des jeux de simulation, ça va être par l'utilisation de création de synthèse, de travaux collaboratifs, de manière à mettre en pratique ces apports théoriques. Là également, vous voyez ma petite flèche, un point très important et un risque en tout cas, c'est de se dire finalement les gens connaissent les apports théoriques et on va simplement leur faire appliquer cette théorie et auquel cas on perd complètement le sens de l'articulation et qui dit hybride, on est bien sur des notions génétiques. Si vous brisez une chaîne ADN, eh bien vous comprenez bien qu'à un moment il y a quelque chose qui va pas fonctionner. 3 minutes, Jean-François, 3 minutes. Très bien, je crois que merci à elle, mais je crois que je vais y être, ça va être bon. Voilà, dernier système sur lequel je voulais aller un petit peu plus loin, ce que j'ai appelé le full blending. Vous avez bien compris que ça va être une fusion de l'ensemble des éléments. Donc je repars de mon petit personnage finalement qui est en hop là. Alors je vais être obligé de repartir. Alors, il y a une réactualisation, là. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Si, ça a l'air de passer toujours. Oui, on t'entend, Jean-François, il n'y a pas de souci. Oui, alors, hop. Voilà. Alors, bon, je reprends mon petit personnage, donc, qui est en recherche pour lequel qu'on souhaite faire progresser dans ses connaissances, ses compétences et ses savoirs. Ce petit personnage, je vais l'inscrire dans une logique de réseau et le e-learning, je vais, alors vous voyez, non pas le cibler cette fois-ci sur des apports théoriques, mais le cibler d'une manière générale, non pas sur des apports, mais sur les modalités dont on va faire réagir l'utilisateur, l'apprenant, avec la formation à distance. Et là, on va pouvoir introduire dans notre logique de de blended learning, à la fois de la formation e-learning synchrone, comme on est aujourd'hui par exemple en train de le faire, et de la formation e-learning asynchrone. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et continuer à mixer et à organiser finalement nos différentes
nos différentes possibilités d'apprentissage. Donc, si on continue et si on complète le dispositif avec des temps d'entreprise, eh bien, vous voyez que cela permet d'arriver à une progression beaucoup plus importante encore des compétences. Et c'est les logiques que l'on trouve, par exemple, dans les réseaux d'entreprise, les réseaux d'apprentissage en entreprise, et qui permet, voilà, de mixer l'ensemble des dispositifs. Donc, la richesse, elle est dans la mixité, en fait, et dans la variété des systèmes de formation que vous allez pouvoir mettre en place. Plus vous allez définir, ou plus vous allez pouvoir mixer ou avoir des solutions de mix et de mixage, plus vous allez pouvoir organiser des dispositifs de formation qui sont pertinents. Hein, c'est exactement, l'hybridation, hein, c'est bien un terme génétique, donc c'est exactement comme dans la recherche scientifique en la matière. Eh bien, si vous avez que deux types de chromosomes, eh bien, vous ne pourrez pas aller très très loin dans les espèces que vous pourrez développer ou aider à développer. Si vous multipliez le nombre de chromosomes, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir des populations beaucoup plus variées. Voilà, donc ça en est juste hop, à quelques questions, quelques petits bugs, voilà. Alors, avant de vous lancer dans la construction hein, d'un dispositif en blended learning, moi j'ai identifié quelques questions à se poser et puis on pourra en discuter. La première, c'est quel est l'objectif de ma formation? Inutile de se dire, ben voilà, ouais, je veux faire une formation sur tel sujet, je vais faire du blended learning. D'abord, posez-vous bien la question, c'est qu'est-ce que je veux dans ma formation? Bien souvent, par exemple, lorsqu'on discute avec des responsables de formation, ils vont nous dire, bah oui, finalement, ouais, mais ce qui est important, c'est que les gens ils se rencontrent et puis qu'ils puissent remonter de l'information ou qu'ils puissent témoigner de leur pratique. Eh bien, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire que il n'y a pas forcément de grande plus-value à faire du blended learning. Il y a peut-être même pas il y a peut-être même aucune plus-value à faire du e-learning. Donc attention à l'objectif de la formation et à bien répondre. Il faut que le dispositif réponde aux besoins qui est identifié. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que j'attends en termes de plus-value, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche à améliorer lorsque je mets mon dispositif en place et pourquoi je l'imagine comme tel, qu'est-ce qu'il va améliorer par rapport à mes pratiques habituelles ou des pratiques somme toute plus basiques. Et puis quels atouts dans mes dispositifs existants, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on a quelque chose d'intéressant, eh bien pourquoi le changer finalement voilà, mais c'est là on peut s'inspirer aussi de la recherche génétique, hein, finalement des caractères génétiques qui sont identifiés dans certaines espèces animales ou végétales. Eh bien, lorsque l'on va faire de la recherche et de l'hybridation, eh bien on va également les réutiliser, en tout cas ceux qui présentent un atout pour l'objectif que l'on s'est fixé. Et puis, dernier point, eh bien, forcément, hein, lorsque vous allez mettre en œuvre une stratégie ou une nouvelle stratégie pédagogique, et peut-être encore plus en intégrant justement cette partie à distance, eh bien, c'est d'identifier avant de mettre en place le dispositif quelles contraintes supplémentaires vous allez créer. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez y répondre, puisque c'est aussi l'objectif de répondre à ces contraintes. Voilà, donc avant de passer aux questions, voilà, donc en conclusion, pour le blended learning, hein, sur des dispositifs qui vont vraiment permettre d'avoir une adaptation très fine de l'organisation et de l'architecture de la formation par rapport à des objectifs. Néanmoins, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont à prendre en considération avant de pouvoir avancer. Voilà, sur ce premier petit éclairage sur l'après-midi qui nous attend. Alors, Alain m'a annoncé la fin, donc Oui, je suis à vous oui. pour répondre aux questions. Voilà, je vous rappelle que sur le côté gauche, en bas à côté gauche, vous avez la possibilité de poser des questions. Pour l'instant, j'ai pas de questions particulières. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à Jean-François Leclerc? Alors, comment estimez-vous... Alors, c'est Patrice Ardouin. Comment estimez-vous le risque de perdre en homogénéité de contenu à l'introduction de parties en présentiel? Comment estimez-vous le risque de perdre en homogénéité de contenu à l'introduction de parties en présentiel? Là, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question.
Est-ce que vous pouvez reformuler Euh, votre question, Patrice? Je pense que il parle de la difficulté de mixer du présentiel et du distanciel, du e-learning et de faire en sorte que la mayonnaise tienne. Est-ce qu'il faut faire ouais, mais alors je attention à crois, ce qui est cette... important, c'est vraiment, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de penser le dispositif dans sa globalité et non pas se dire je vais mettre une petite couche de présentiel, une petite couche de e-learning, je vais aller chercher. Là, il y a des risques effectivement de perdre la globalité du dispositif. Alors, vous pouvez, donc, faut bien le raisonner en amont, hein, avant de le lancer, et déjà les contenus risquent d'être moins homogènes avec le présentiel. Ah oui, alors homogène entre deux groupes, Monsieur Ardin, c'est ça? Par exemple, ou entre deux populations qui auraient suivi la même formation. C'est cela. Ok. Ok. Alors effectivement, il y a ce risque-là, mais vous l'avez de toute façon dans le présentiel. Et de la même manière, j'ai envie de dire que la façon dont chacun d'entre nous va suivre une session e-learning fait que là également, malgré les mesures que l'on met, malgré l'homogénéité des supports, on les suit pas tout à fait tous de la même manière et même individuellement, on les suit pas tous selon voilà l'heure de la journée, l'état d'attention qu'on est capable d'y accorder. Donc cette différence d'homogénéité, on ne peut qu'essayer de la limiter en fait, hein, par rapport en raisonnant en amont des dispositifs. La deuxième solution, bien sûr, c'est également d'utiliser des outils qui vont vous permettre de coordonner le présentiel. Hein. Il y a certains LMS qui, par exemple, introduisent aujourd'hui toute la partie face à face dans le suivi de la formation et dans l'organisation de la formation, ce qui vous permet de gérer dans un seul LMS à la fois la partie à distance et la partie présentielle. Est-ce Question de que Caroline ça répond Diaz. bien à votre question? Question de Oui, Caroline Caroline. Diaz. Comment montrer cette homogénéité aux clients et apprenants avec ce mélange de temps et d'espace? Comment on peut vendre du blended Euh, learning à un Voilà, comment on peut commanditaire vendre et du à des blended learning? Ben, apprenants? c'est ce que je disais, peut-être que une des solutions, effectivement, lorsque l'on construit le parcours, je pense que ce qui est important, c'est de le schématiser et c'est de raisonner en parcours. C'est-à-dire que de montrer le chemin que va faire mon petit bonhomme que j'avais tout à l'heure. Comment est-ce que finalement vous allez faire en sorte qu'il passe de la phase rouge à la phase verte. Donc sur un cheminement, lorsqu'on est sur des dispositifs en réseau, vous pouvez bien sûr utiliser par exemple la notion de plateforme pour montrer que les différents éléments sont reliés et qu'un apprenant, par exemple, n'est pas seul dans le dispositif parce qu'il a accès à des forums, parce qu'il va pouvoir travailler sur des outils collaboratifs, parce qu'on va pouvoir introduire, pourquoi pas, une partie de Web 2 dans le dispositif. Tous ces éléments-là contribuent ou sont une manière de montrer que au-delà de l'homogénéité, que votre formation c'est un tout et qu'il faut vraiment l'apprendre avec du recul et pas simplement petite ressource, brique ressource par brique ressource. Ça c'est la grosse erreur, c'est celle-là, c'est de se dire bah, il a qu'à suivre son e-learning et puis de toute façon on verra bien ce que ça fera en présentiel. Si vous l'avez pas réintroduit avant, là vous allez vous heurter à un manque de cohérence de l'ensemble. L'autre solution, c'est d'aller aussi sur du présentiel enrichi. C'est-à-dire que pourquoi pas non plus utiliser les ressources que vous utilisez habituellement en e-learning et pouvoir les introduire d'une manière ou d'une autre au cours du présentiel pour pouvoir justement avoir maintenir cette logique-là. Puis après, il y a des effets graphiques, hein, comme utiliser la même charte graphique ou des choses comme ça, qui permettent aussi d'aller plus loin. Eh bien, merci Jean-François.